comment atteindre le photoréalisme dans Blender. Je vais vous expliquer toutes mes techniques et toute la réflexion qu'il y a derrière, en partant de la référence jusqu'au rendu final pour atteindre ce genre de rendu. Alors attention, ce n'est pas un tuto pour faire ce rendu-là en particulier. C'est seulement une explication de toutes mes techniques et tout mon workflow pour atteindre ce genre de rendu. Dans ce tuto, vous ne trouverez pas tout ce qui fait qu'une image est photoréaliste. Il y a beaucoup trop de choses et il y a de très bonnes vidéos qui traitent de certains sujets, comme le compositing ou la lumière. Je vous les mets juste ici. Ma façon de travailler se découpe en 3 parties. Tout d'abord, la mise en place, avec le choix de notre référence, la mise en place du projet et notre première modélisation. Vient ensuite le workflow du niveau 1 avec nos premières lumières, une première passe de matériaux et une première passe de compositing pour atteindre un premier rendu. Et au final, notre workflow de niveau 2, où on va venir analyser notre premier rendu, travailler nos matériaux, travailler notre modélisation, et faire les détails dans notre scène, et finir par notre compositing. De mon côté, ça fait 3 ans que j'essaye d'atteindre le photoréalisme, donc si je l'atteins, ça sera avec une image très simple. Je suis donc allé chercher une photo de référence. Elle semble, à mon niveau, rien d'extravagant, ni de surréaliste. Je note que nous sommes dans une salle à manger d'à peu près 4 mètres par 6 et la hauteur d'à peu près 2,6 mètres. Je reproduis ces dimensions dans Blender en partant d'une plane et on obtient notre salle. Dans les scènes 3D, il est très facile de faire des tailles disproportionnées. Donc, si je veux m'approcher le plus du réalisme, juste faisons des tailles réalistes. Allez, je fais de même pour ma fenêtre, je vais voir sur internet les dimensions à peu près pour une fenêtre de ce genre, et je vois qu'elle fait 50 cm de longueur pour une hauteur de 70 cm. Je rajoute ensuite, comme dans la vraie vie, des plinthes en haut et en bas de ma salle. Alors même si on ne va pas les voir, ces objets vont servir pour les réflexions de lumière. Je modélise ensuite le reste de nos objets et encore une fois, je fais comme dans la vraie vie. Je crée ma table comme si c'était des planches qui s'entrecroisaient et de même pour ma fenêtre, je crée mes planches et je les pose. Ma poignée est un objet usé par le temps, je vais donc la détailler un peu plus et faire en sorte que mes bords soient un peu plus érodés. Pour éviter le côté trop droit de ma 3D, je vais sélectionner mon sol et le scale légèrement vers l'intérieur. Cela va donner la légère impression que les murs sont affaissés et pas complètement droits. Et puis surtout, le plus important dans la 3D pour un côté réaliste, je rajoute un bevel sur chacun de mes objets pour éviter le côté trop angle droit et pour que mes objets accrochent la lumière. Une fois ma première modélisation terminée, je place ma caméra. Dans le photoréalisme, il faut que notre caméra ait un sens. C'est-à-dire, est-ce que notre caméra est un drone? Est-ce que c'est un réflexe? Et si c'est le cas, est-ce qu'elle est tenue par un humain? Et toutes ces informations vont nous servir pour paramétrer notre caméra. Dans notre cas, je place la caméra à une hauteur d'à peu près 1,60 m, donc à une hauteur normale pour un être humain. Je choisis une focale à 85 mm, une inclinaison à -0,2, comme si la personne qui tenait la caméra l'inclinait vers le bas. Et voici le résultat après notre mise en place. Dans le workflow de niveau 1, l'idée va être d'atteindre un rendu qui se veut déjà un peu photoréaliste, avec uniquement nos objets principaux. On va déjà commencer par poser nos lumières. Par défaut, Blender nous met un matériau sur nos objets qui est complètement blanc. Je vais modifier ça en mettant sur tous nos objets un matériau neutre à 50% de gris
Et cela va éviter que nos objets réfléchissent trop la lumière directe. Puisque notre table va être sombre et que l'entièreté de notre salle va être sombre, si on commence à poser nos lumières alors que toute notre salle est blanche, ça va nous fausser pour la suite. Je viens temporairement modifier mon world pour le mettre sur un blanc pur, et on reviendra le modifier en dernier. Je sélectionne ensuite mes vitres et je vais leur appliquer un matériau de verre. Je vais d'abord appliquer un glass shader, que je vais mixer à un transparent shader. Et je vais pouvoir sélectionner la quantité de lumière que je souhaite laisser passer. Le temps d'installer mes lumières, j'augmente légèrement mon exposition, comme ça je peux voir les détails dans mon rendu. On est maintenant prêt pour poser nos premières lumières. Commençons par reproduire la lumière directe sur la table. Allez, je pose ma première lumière, alors celle-ci est un peu grande et va nous servir à faire l'effet de diffusion de lumière sur notre table. C'est un éclairage d'ensemble. Vous noterez aussi que je mets une légère couleur orangée, comme si c'était la lumière du soleil. Je pose juste à côté et dans la même direction une seconde lumière, bien plus petite, qui elle va nous servir à faire l'effet du soleil qui vient taper directement sur la table. Et je lui donne aussi la même couleur qu'à la précédente. Je trouve que ma lumière directe fonctionne plutôt bien, je reviens sur ma référence et j'observe que sur ma fenêtre, la lumière directe est très puissante et qu'on a de ce côté de la pièce un éclairage indirect. Allez, je reviens sur Blender et on va rajouter notre première lumière extérieure qui, elle, va taper directement sur le bas de la fenêtre. Je place une seconde lumière orientée de manière légèrement différente qui, elle, va venir gérer la lumière indirecte. Et on voit que maintenant, ce côté du mur est éclairé. Vient maintenant l'étape finale de mon premier éclairage. On va venir sur le paramétrage de notre world et je vais venir chercher la Sky Texture de Blender qui fonctionne très très bien. Je dirige mon soleil en direction de mes lumières, j'essaie de m'approcher le plus de ma référence. Je trouve que ma fenêtre ne laisse pas passer assez de lumière, alors je vais venir modifier mon mix shader. Et voici le résultat. Passons maintenant à nos matériaux. Alors, dans le photoréalisme, vos matériaux doivent être irréprochables. En fait, tout le monde connaît le réalisme puisqu'on vit dans la réalité. Donc, la moindre répétition que vous aurez, le moindre défaut ou la moindre chose qui ne paraîtra pas réaliste va sauter aux yeux et votre rendu ne sera plus du tout photoréaliste. Voici comment je travaille mes matériaux. Je commence par classer les objets que je considère avec un matériau simple. Donc, dans notre cas, ça va être le rideau, la fenêtre et les plinthes qui sont en arrière-plan. Je classe ensuite mon mur et mon sol qui vont être plus visibles dans ma scène et qui vont donc demander un poil plus de travail. Et évidemment en dernier, le boss final des matériaux, notre table qui va demander bien plus de travail. Si je fais ça dans cet ordre-là, c'est-à-dire par étapes, du plus facile au plus difficile, c'est que ça me permet de savoir si un objet a besoin d'un matériau très travaillé ou non, et d'aller du plus facile au plus difficile. Allez, je commence donc par mes objets les plus simples et donc mes plinthes. Là on pourrait se dire, je suis dans le photoréalisme, alors il faut que je détaille chacun de mes matériaux, car chaque détail est important. Eh bien, pas tout le temps. Parce que ces objets que j'ai classés en plus facile, ce sont des objets que l'on verra presque pas dans notre caméra. Donc tout ce qu'on a besoin, c'est d'une quantité de lumière qu'ils vont nous renvoyer et de leur couleur. Je sélectionne donc mes plinthes, je leur attribue une roughness et une couleur de base. Je passe ensuite sur mes rideaux, et comme ce sont des objets un peu plus visibles, je vais leur donner un matériau plus détaillé. Donc, je vais sélectionner une texture de rideau sur internet, commencer par modifier mes normales, et modifier ma couleur avec un mix color, et une luminosité un peu plus sombre. Pareil pour ma texture de bois, je viens en sélectionner une sur internet, je commence par modifier mes normales et je viens adapter ma couleur. Alors vous noterez que sur ces planches de bois, le dépliage UV est catastrophique, mais au final on s'en fout puisque comme sur notre référence, ce sera un endroit qui sera surexposé et qu'on ne verra pas.
Je finis par mettre une simple couleur unie et une roughness sur ma poignée pour faire un effet un peu plastique. Et sur mes vis, je mets un côté métallique. Et je mets la même couleur que ma poignée sur la tringle à rideau. Et voici le résultat. Passons aux choses un peu plus sérieuses. Alors, reprenons notre référence. J'observe que dessous notre plinthe, la tapisserie est blanche. Ici, elle est un peu plus jaune avec nos motifs. Dessous la fenêtre, c'est la même couleur jaune sans motif. Et sur le côté droit, ça me semble être une texture légèrement différente, plus sombre et plus sale. Allez, je repars chercher une texture sur internet et cette fois-ci, j'ai trouvé uniquement la base color de cette texture un peu crépie tapisserie. Et vous allez voir qu'avec uniquement la base color, on va pouvoir générer une normal map et une roughness. Je viens ici assombrir mon matériau pour qu'il corresponde mieux à ma référence. Et je tire la même texture vers le bas en modifiant légèrement la taille de mon mapping. Et j'ajoute une bump map. Et on retrouve ici l'effet granuleux de notre tapisserie. Alors je vois que par défaut il est trop puissant, donc je l'adapte. Voilà, notre matériau est déjà plutôt convaincant. Attaquons-nous maintenant à la roughness. Dans la réalité, une roughness n'est jamais unie. Il y a toujours de la variation sur la manière dont l'objet renvoie la lumière, et donc il faut reproduire cet effet aléatoire en 3D. Dans notre cas, la tapisserie absorbe pas mal la lumière, je vais donc faire varier la roughness selon une rampe, en mettant les deux curseurs plutôt vers le blanc. Je fais attention aussi à mon curseur qui est complètement blanc, je viens le tirer légèrement vers le gris puisque, dans la réalité, une roughness à 100% ou 0%, ça n'existe pas. On vient de s'occuper de ce côté de la tapisserie, passons maintenant à ces deux versions. J'ajoute deux nouveaux slots de matériaux en mettant le même matériau de tapisserie. Je les duplique en les renommant blanc et noir, et je les applique sur mes surfaces. Alors souvenez-vous, tout à l'heure j'avais dit que cet endroit était une texture légèrement différente, un peu plus sombre et un peu plus sale. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais supprimer la tapisserie de base que j'avais mis et mettre un nouveau matériau assez similaire mais assez différent pour qu'on comprenne que ce mur est fait d'une matière différente. Comme d'habitude, je viens d'abord modifier mes maps de displacement et mes normal maps. J'adapte ensuite ma couleur et je vois que sur ce matériau on a des taches assez intéressantes sauf que mes UV ne vont pas. Je viens donc les réadapter. Je finis par ma roughness. Je veux que ce mur-là ait un effet un peu plus sale, je vais donc la contraster un peu. Je trouve les tâches pas trop mal, mais elles sont assez répétitives, je vais donc multiplier à ma base color une texture que je viens tirer vers le bas. Ce qui donne un peu cet effet de rayure, et après avoir bidouillé mes valeurs, j'obtiens ce résultat. Je viens ensuite rajouter des motifs d'insectes avec un simple masque et je les multiplie à ma base color. Même si on ne le voit pas, je vais aussi appliquer un matériau à notre plafond, un matériau qui se veut un peu sombre et qui éviterait une lumière indirecte trop puissante. Vous noterez aussi que j'ai appliqué ce même matériau sombre sur la jonction de mes deux murs, ça rajoute un peu au réalisme puisque dans la réalité, les jonctions des murs sont souvent un peu sales. Et pour terminer, je viens faire mon sol en appliquant un matériau de carrelage que je viens légèrement assombrir, et voici le résultat. Avant de passer à notre ultime matériau, on va reparamétrer notre caméra. Je vais légèrement la replacer pour correspondre au mieux à ma référence. Et je vais maintenant activer la profondeur de champ. Je vais paramétrer sa distance sur un objet nul que j'ai placé sur la table, puis je mets mon ouverture à une valeur plutôt réaliste. En 3D, on a souvent un flou qui est très uniforme, avec un bokeh complètement rond, ce qui nuit complètement à notre réalisme. Une des techniques que je fais pour remédier à cela, c'est que je vais modifier le ratio de ma caméra. Donc si je le mets à une valeur très faible, ça va étirer mon flou. Je le mets à une valeur un peu plus normale, et notre rendu sera bien plus réaliste qu'avec un ratio de 1.
Donc, voici comment je procède. On va faire comme dans la réalité. C'est-à-dire que je vais commencer par rajouter un matériau de bois qui est très joli, très brillant, comme si notre table était sortie d'usine. Ça va nous donner ce résultat. Pour ajouter un peu de variation à ce joli bois, je vais le mixer avec un autre bois avec ce même aspect neuf. Ça nous donnera cette variation. Et comme je veux que ma table soit écorchée par le temps, je vais mixer à ces deux premiers matériaux deux autres qui comportent beaucoup de défauts. C'est parti. J'importe mon premier matériau qui se veut être du bois propre et lissé. Je commence par réduire le displacement qui, par défaut, est trop puissant. Je relève ensuite la value de ma base color pour m'adapter au mieux à ma référence. Et pour un côté plus reflétant, je réduis ma roughness. Je trouve que le mapping est trop gros, je vais donc le réduire un peu. Et maintenant, dans ce même matériau, je vais ajouter de la variation sur ma roughness. Je prends donc une noise texture que je paramètre, et je viens ensuite la connecter à ma roughness, et on va voir l'apparition de quelques tâches qui feront plus naturel. Il y a un peu de répétition sur mon displacement, je lui modifie donc son mapping. Je trouve que mes tâches de roughness sont un peu trop visibles, je vais donc augmenter la taille de mon noise texture et toucher à quelques paramètres pour avoir des tâches plus naturelles. Je vais venir modifier une dernière fois mon displacement en réduisant sa puissance par une rampe. Et voici notre premier résultat. Alors, il faut savoir que pour le tuto, là, je connaissais les valeurs exactes puisque j'ai déjà fait le projet. Quand j'étais en train de faire le matériau, évidemment, c'était du essai-erreur. Je n'ai pas trouvé la bonne tout de suite. Je suis allé sur internet chercher plusieurs textures, j'en ai essayé des différentes, je les ai comparées jusqu'à trouver la bonne. Donc ce que je conseille, c'est d'y aller étape par étape, de prendre votre premier matériau, de le rendre pile comme vous voulez. S'il ne vous satisfait pas, ne passez surtout pas à la suite. Allez, on continue avec notre second matériau qui va rajouter de la variation à notre premier bois. Je l'importe, je l'adapte avec mon mapping et je vais modifier légèrement sa roughness puisque je trouve qu'il ne reflète pas assez. Une option que j'ai pas encore utilisée, c'est le coat ou le quat, je sais plus comment on dit. Et cette option va donner l'impression que la table a été vernie. Allez, je place cette texture au-dessus de l'autre et on va les mixer tous les deux avec un noise texture. Et voici le résultat. Occupons-nous maintenant de l'aspect usé de notre table. Allez, je commence par ajouter notre premier matériau de bois bien plus écorché. Je viens l'adapter en modifiant mon mapping. Et je m'occupe aussi du bump qui est par défaut trop puissant. Je trouve que par défaut le matériau est pas trop mal, alors je viens directement le mixer à mes deux premiers matériaux. Et comme pour les deux premiers, je vais le mixer avec un noise texture. Notre table reflète légèrement moins la lumière grâce à notre nouveau matériau et paraît un peu plus usée. On va ajouter un peu de variation dans ce côté usé en ajoutant notre dernier matériau. Et cette fois-ci, je ne vais pas le mixer avec un noise texture, mais je vais le mixer en prenant sa base color et en la passant dans une rampe. En fait, ça va permettre d'éviter de retrouver le même pattern de mes deux premiers noise textures et donc de sentir une répétition.
Et voici le résultat de notre table de workflow de niveau 1. Passons maintenant au compositing. Dans le photoréalisme, il faut éviter que le compositing se voie. Cette partie du workflow va juste nous servir à reproduire les défauts d'une caméra. On va donc reproduire l'aberration chromatique, la distorsion de caméra, on va surexposer légèrement nos parties déjà surexposées, et reproduire une vignette et un petit flou général. Allez, c'est parti. Je mets en place mon compositor et je vais commencer par la distorsion de caméra. Je rajoute la node Lens Distort, j'étire très légèrement mon image, et on retrouve notre effet de caméra. Je rajoute aussi sur la même node un tout petit peu de dispersion, qui est l'aberration chromatique, histoire d'éviter que mes pixels soient trop nets. Je vais ensuite rajouter un peu de glow sur les parties uniquement déjà surexposées. Dans la réalité, si vous voulez voir votre salle mais que l'extérieur est très éclairé, et que vous avez ce spot là qui est très éclairé, eh bien l'image apparaîtra complètement cramée. Alors je vais forcer ça en rajoutant un glow. Vient ensuite ma vignette que je vais rajouter après ces deux effets. Et puis dernier effet que je vais rajouter, c'est la node filter de Blender, que je vais laisser par défaut sur Soften, et qui va justement flouter légèrement toute mon image. Dans la réalité, si vous prenez une photo et que vous faites le point sur un objet, celui-ci ne sera jamais complètement net. Une image est toujours très légèrement floue. Et voici le résultat. Alors vous noterez que les changements sont assez minimes, mais comme dit juste avant, il faut que le compositing reste très discret. On va finir notre workflow de niveau 1 en ajoutant deux bougies. Je vais commencer par modéliser ma coupelle en utilisant le Screw Modifier. Et pour la bougie, je vais juste prendre une sphère que je vais tirer avec mon Proportional Editing. Et je fais pareil avec la cire. Alors maintenant, concernant les matériaux. Ici on pourrait se dire que le verre est très travaillé avec des rayures très travaillées, que la bougie est un shader très compliqué, et pareil pour la cire. Mais écoutez, c'est complètement faux, puisque regardez les shaders du verre. Comme pour nos plaintes ou la fenêtre tout à l'heure, en fait on peut aller dans la simplicité. Donc pour le Glass Shader, je mets juste un Glass BSDF et un Transparent BSDF. Pour la cire, je mets un Subsurface Scattering, que je modifie avec la couleur. Et petite chose que j'ai découvert récemment, c'est que vous pouvez brancher la node émission sur le volume, et ça va éclairer plus ou moins là où la bougie est dense, ce qui est parfait. Et comme ma node d'émission n'émet pas assez de lumière, je rajoute une petite light dans la bougie. Avant de s'attaquer au workflow de niveau 2, il faut que vous sachiez une chose. Il y a eu plus de 40 rendus entre ce rendu-là et le rendu final. En fait, j'étais plutôt content de ce premier rendu, je le trouvais plutôt réaliste. Mais quand j'ai commencé à le montrer à d'autres personnes, eh bien eux ils trouvaient que c'était réaliste, oui, mais on s'ennuyait dans la scène. C'est rien. Donc quand vous arrivez à un rendu dont vous êtes plutôt fier, n'hésitez pas à le montrer. Puisque comme vous avez les yeux dans le projet, vous voyez plus les défauts, et les autres, eux, les voient. J'analyse notre nouveau rendu et on va commencer par retravailler notre table. On voit que sur notre référence, la texture est encore un peu différente, donc on va la retravailler. Et surtout, il y a des impacts dus à la VCL qui a été posée au fur et à mesure du temps, je pense que ce serait intéressant de les reproduire. On va évidemment rajouter tous les modèles qui sont sur la table, et quant aux chaises, je suis pas très convaincu par leur forme, donc je vais plutôt faire des chaises en bois, je pense que ça fera plus une ambiance chez Mémé. Et je trouve que le fond est un peu vide, alors je vais rajouter moi-même une commode avec des éléments par-dessus, ça habillera un peu la scène. Niveau lumière, je me rends compte qu'il n'y a probablement pas que la fenêtre qui éclaire notre table, puisque ici, sur notre assiette, elle n'est pas complètement noire. Ça veut dire qu'il y a une lumière indirecte quelque part.
Notre matériau de bois est pas trop mal, mais il manque de deux choses. Déjà de taches sur dessus comme si on avait renversé des choses, et d'un côté un peu plus érodé. Allez, je repars chercher sur internet une texture en noir et blanc de saleté. Je la mixe après nos textures avec un mix shader. Et je le connecte dessus un simple Precipitate BSDF avec une simple couleur. Ici je la mets de couleur beige comme si le bois avait été gratté et qu'on voyait un peu l'intérieur. Je m'occupe maintenant du côté érodé de nos planches, donc je vais commencer par créer le masque. Je suis allé chercher cette vidéo sur YouTube pour refaire le système nodal. Je la connecte à un mix shader après toutes nos textures, et je vais simplement connecter pour le côté érodé un diffuse BSDF avec une couleur un peu plus foncée. Une fois fait, pour un côté plus réaliste et un peu moins uniforme de notre masque, je vais rajouter une texture un peu sale sur notre bével. Ça va ajouter un peu de variation. Et voici le résultat. Allez, maintenant on va rajouter les impacts de verre et de vaisselle sur notre table. Et pour ça, je vais carrément creuser dans notre modèle. Je vais rajouter un cercle, je vais lui rajouter le Skin Modifier pour lui donner un peu de volume. Je vais le subdiviser et je vais rajouter par-dessus un Displacer qui va randomiser ma géométrie. Et juste après ça, je vais rajouter sur ma table un boolean pour pouvoir creuser dans ma matière. Le fait d'avoir rajouté le displacer, en fait, ça va permettre de creuser plus ou moins à certains endroits et ça va vraiment donner un côté aléatoire à nos impacts. Allez, je duplique cette forme des dizaines de fois, je lui donne un côté un peu plus aléatoire, des fois rond, des fois en demi-cercle, et je rajoute aussi d'autres formes avec, pareil, un displacer. Et voici le résultat avec nos impacts. Commençons notre modélisation secondaire. Et là on va revenir sur les 40 rendus qu'il y a eu entre le workflow de niveau 1 et le rendu final. Maintenant que nous avons notre image qui est à peu près photoréaliste, on va pouvoir rajouter des objets par-dessus. C'est-à-dire que je vais commencer par rajouter par exemple nos assiettes, et si je vois que le rendu n'est plus très satisfaisant et moins réaliste, eh bien je saurai que ça viendra des assiettes. L'idée c'est vraiment d'y aller étape par étape et objet par objet. Comme ce sont des assiettes un peu anciennes, on imagine qu'elles sont un peu rongées par la vie et fissurées. Et donc ce que je vais faire, c'est que je vais venir, comme sur ma table, creuser mon modèle avec du boolean. Je mets des sphères avec un displacer et ça nous donne cet effet fissuré très intéressant. Je modélise ensuite mes couverts. Alors là, je vous épargne la modélisation puisque j'ai simplement fait un mesh en low poly sur lequel j'ai appliqué des subdivisions de surface et puis j'ai rajouté des motifs de sculpt par-dessus. Je place mes couverts comme si je les plaçais dans la réalité, toujours avec un peu des rotations différentes et des dispositions légèrement différentes. Je trouve que la modélisation fonctionne pas trop mal, il est maintenant temps de voir si les matériaux fonctionnent. J'ai donc tapé sur internet juste un motif d'assiette ancien, j'ai trouvé cette image. J'ajoute 3 matériaux différents, un pour l'intérieur, l'autre pour l'extérieur et un autre pour le contour doré. J'ai préparé mes UV et je colle l'image pour le contour extérieur un peu gris. Alors là j'ai sélectionné ma mèche et j'émerge les UV en un seul point que j'ai ensuite déplacé sur l'image pour sélectionner sa couleur. Et concernant le contour doré, une simple couleur temporaire suffira avec un effet métallique par-dessus. Et après avoir fait mes matériaux de base, je vais rajouter des petits défauts. Pour les défauts, je rajoute un peu de dirt et surtout le plus important, des traces de doigts, parce qu'on est sur des objets qui sont beaucoup tenus en main. Je connecte ma première texture de saleté sur la base color, en faisant varier avec de la couleur noire, comme s'il y avait des saletés qui s'étaient incrustées sur l'assiette. Et j'ai mis la texture des traces de doigts sur la roughness,
parce que dans la réalité nous avons les doigts gras, donc ça ne vient pas incruster des saletés dans l'assiette, mais ça vient seulement faire varier comment l'objet reflète la lumière, selon là où il y a du gras. Et dernière chose que je vais faire, c'est rajouter comme s'il y avait du vernis. Et je vais appliquer ce même process sur les deux derniers matériaux. Et pour mes couverts, j'applique d'abord une couleur et un effet métallique, et j'applique par-dessus mes traces de doigts et mes rayures. Et je finis par copier ce même matériau à tous mes éléments. Je fais quand même attention à ce que mes UV soient un peu différents, pour éviter d'avoir les mêmes traces aux mêmes endroits. Et voici le résultat. Allez, on s'attaque maintenant au verre et au vase. Ici pour la modélisation, rien de bien compliqué. Je prends un cercle pour faire la forme ronde, et puis à la fin, je le subdiviserai pour adoucir le tout. Une fois que j'ai fini ma modélisation, je fais bien attention à ce que mon modèle soit propre. J'applique l'effet multi-résolution et j'ajoute par-dessus cette icône de fleur que je suis venu sculpter sur mon verre. Et pour le matériau, on va reprendre la même base que pour nos coupelles de bougies, c'est-à-dire un glace BSDF et un transparent BSDF, sauf que là on va quand même rajouter quelques rayures. C'est donc le même process qu'on a pour la table, c'est-à-dire prendre le matériau de base, très propre, sorti d'usine, et on rajoute par-dessus des défauts, donc nos rayures et nos traces de doigts. Une chose que je vais faire en supplément, c'est rajouter ma node géométrie et la connecter au pointless, ce qui va détourer dans la géométrie nos edges. Ça va donc permettre de rajouter des défauts au niveau du sculpte de la fleur, comme si ce côté-là avait été un peu plus érodé. Et pour les bandes un peu orangées, je vais juste rajouter une couleur sur mon glace et rajouter les mêmes rayures. Et pour le vase, c'est l'exact même process. La seule différence qu'on va avoir, c'est que j'ai rajouté une géométrie à l'intérieur qui est notre eau. Et pour le matériau d'eau, rien de plus simple qu'un glace BSDF. Et pour notre chaise, c'est toujours le même principe. On fait un matériau très propre, sorti d'usine, on vient modifier sa couleur, on l'adapte, et on rajoute par-dessus des défauts dus à l'usure du temps. Je rajoute mes chaises dans la scène, toujours avec un côté aléatoire, et voici le résultat. Allez, je m'attaque maintenant à l'arrière-plan et je commence par la commode. Pour la modélisation, rien de plus simple, j'ai fait un bloc en low poly, je l'ai bével, et j'ai rajouté par-dessus une subdivision de surface pour lisser le tout. Pour un côté encore plus réaliste, je vais modifier mes niveaux de bével, comme si le bois avait été érodé à différents endroits. Et comme on imagine que c'est un très vieux meuble, je pars du principe que les portes sont un peu affaissées, dues à leur poids, et sont donc légèrement entrouvertes. Allez, je rajoute dedans et par-dessus des objets qui sont en lien avec ma scène, et voici le résultat. Avant de s'occuper du compositing avancé, on va s'arranger pour que nos lumières soient un peu plus réalistes. Alors mon preview commence à laguer, donc je vais retirer temporairement des objets qui me semblent pas utiles pour mon éclairage. Et je commence par rajouter un contre directement sur ma table.
Donc vous voyez la différence, là où mon assiette ici était complètement noire, eh bien on retrouve maintenant de l'éclairage indirect, et je mets la même couleur que mes autres lumières pour simuler le soleil. Je trouve qu'il n'y a pas assez de lumière sur le côté gauche de mon image, alors je vais rajouter une fenêtre en creusant dans ma géométrie, et on va venir révéler tous nos détails dessous la table. Alors il y a un seul problème à ça, c'est que je trouve que c'est trop éclairé, donc ce que je vais faire c'est que je vais rajouter une plane avec un émissif complètement noir pour absorber une partie de la lumière. Et le résultat paraît tout de suite plus naturel. Et une dernière chose que je vais faire, c'est que je vais venir révéler quelques détails dans le fond en rajoutant une très légère lumière devant mon meuble. Ma scène est bien mieux éclairée et je vais rajouter des petites plantes dans le pot et je vais venir retravailler juste l'éclairage extérieur. Une lumière trop blanche comme ça fait pas trop naturel au niveau de la fenêtre, alors je vais rajouter un arbre pour venir mettre un peu de variation. Allez, l'étape finale maintenant, le compositing avancé. Allez, c'est parti. Je vais commencer par rajouter une aberration chromatique manuellement. Sur une photo, les parties surexposées bavent souvent un peu, donc on va simuler cet effet-là. Donc j'isole mes parties surexposées, je les fais baver légèrement, je leur donne une couleur rouge qui est celle de la lumière extérieure, et je la mixe très légèrement à notre image finale. Il faut que ce soit vraiment à peine perceptible. C'est un détail qui ne se voit pas, mais que si on enlève, eh bien ça retire du réalisme. Autre chose que je vais faire, c'est que je vais encore plus cramer mon image aux endroits surexposés. Et j'ajoute à ce côté cramé aussi un lens distort pour ajouter un peu d'aberration chromatique. Autre chose que je vais faire pour simuler une véritable caméra, c'est rajouter du grain. Alors il faut bien faire attention à ne pas rajouter du grain du haut rendu, parce que le grain de rendu 3D, c'est vraiment pas réaliste. Je vais donc rajouter une image de grain qui provient d'une Kodak et la multiplier à notre image. Et la toute dernière modification que je vais apporter, c'est de rajouter des effets de poussière sur les endroits surexposés. Dans la réalité, il y a toujours un peu de poussière sur l'objectif, et cette poussière se révèle souvent sur des endroits surexposés de notre image. Donc j'isole mes endroits surexposés de mon image, et j'ajoute ces effets de poussière uniquement sur ces endroits-là. Et voici le résultat final.